suis pas spécialiste des projets dans Turin, sans doute très bien. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que, je vais prendre un exemple. L'industrie automobile électrique. Ça fait à peu près 20 ans qu'on sait comment faire des voitures électriques. Ça fait un peu moins qu'on sait faire des batteries qui tiennent, mais quand même. Il n'en reste pas moins que pendant 5, à peu près, une demi-décennie, facilement, les deux projets sont restés en l'état, vivotant chacun de leur côté, sans que rien ne s'actionne. Pourquoi? Parce que les constructeurs automobiles attendaient que les spécialistes en batterie prennent pas, et vice-versa. Et surtout parce qu'on ne savait pas si, à 10 ans, l'automobile électrique, il y aurait autre chose, quoi. Or, ça s'est débloqué à partir de quand? À partir du moment où on a pris des mesures, effectivement, pour inciter à l'achat d'automobiles électriques, ce qui a enclenché finalement, qui a créé du commerce dans les installateurs de batteries, je ne connais pas les termes, et puis qui a permis un vrai développement. La France est le premier pays équipé en voiture électrique, on n'en voit pas beaucoup pourtant à nos yeux, mais c'est quand même une réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que il me semble absolument impératif que l'Europe se mette autour d'une table, si on peut dire, pour définir quels sont les grands axes de ce qu'on veut faire et de la politique qu'on souhaite mener en termes de développement économique à long terme. On ne l'a jamais fait. Et une politique environnementale, ça ne se fait pas au petit matin. Ça ne se change pas comme ça. Une politique environnementale, ça englobe des sujets aussi variés que ceux que j'ai rapidement énumérés. C'est les transports, c'est l'urbanisation, c'est le logement, c'est la mer, c'est les côtes, c'est l'agriculture, c'est l'énergie bien évidemment, mais pas seulement. Quand on parle en Europe de projets structurels de développement, vous savez ce dont on parle tout de suite. Alors là, il y a plein d'experts à Bruxelles qui savent ça. La fibre. C'est important la fibre, bien évidemment. Mais on ne sait parler que de fibre et de gains de productivité grâce à la fibre, etc., au développement. Je pense que c'est un peu réducteur. Et qu'en étant réducteur à ce point, on ne prépare pas le terrain pour la prise de risque des entreprises. Parce qu'une politique d'investissement, ce n'est pas que des investissements publics. Ce sont des directives claires sur ce qu'on veut faire à l'avenir. Et dans un environnement aussi, en transition aussi profonde que l'actuel, où il est difficile de savoir effectivement si demain il y aura un peu plus d'énergie éolienne, ou je ne sais quoi, je dis n'importe quoi, ou un peu moins de transport, un peu plus de fret, ou voilà. Je pense qu'il faut des grandes lignes. Et qu'une fois qu'on a ces grandes lignes déjà, non seulement on peut prendre des initiatives publiques, mais on prend surtout on donne surtout la visibilité qui est nécessaire aux investisseurs privés pour qu'ils jouent leur rôle d'investisseurs, que des capitaux aillent là où on en a besoin, où on veut qu'ils aillent. C'est ça que j'avais en tête, et cette définition-là, elle revient aux politiques. Mais si vous le permettez justement, cela suppose deux choses. D'abord que l'Europe accepte d'avoir une vision à long terme de son futur. Des grands projets qui font son futur, je donne l'exemple des Chinois, il n'y a aucune raison qu'une zone comme l'Europe n'ait pas une vision de futur autant que la Chine. Et la deuxième chose, c'est qu'elle organise une sorte de solidarité dans les grands projets, et non pas qu'elle s'épuise à organiser la concurrence entre elles, parce que vous avez expliqué l'un et l'autre est encore bien pire que ce que j'imaginais, avec cette idée que la croissance va être génératrice de divergences encore plus grandes entre les pays européens si nous continuons ainsi, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc, de la part des politiques, moi je pense qu'on ne peut pas s'en tirer aujourd'hui sans aller d'une certaine manière à la table des négociations pour chercher ensemble quel rôle on veut et formaliser quelque chose. C'est pas par juridisme que je dis ça. Et puis il y a un sujet dont on n'a pas parlé, parce qu'on traite aujourd'hui d'économie, mais les institutions européennes ne peuvent pas continuer à fonctionner comme ça. Avec une commission qui est moitié législative, moitié exécutive, ça c'est pas possible. Un Parlement européen qui est absolu, qui ne représente aucun peuple, alors que des délégations de parlements nationaux pourraient très bien la faire pour faire un Parlement européen. Enfin, il y a un certain nombre de réformes dans le sens de la souveraineté populaire, de la démocratie, qui devraient aussi faire un Europe, mais c'est pas le sujet de ce soir, donc je ne veux pas trop déborder, mais vous voulez dire peut-être quelque chose. Juste une précision pour faire le lien entre l'institutionnel et l'économique, c'est que si on veut faire des projets européens, il est nécessaire d'avoir l'unanimité. Or, là par exemple à Troyes,
la probabilité d'être tous d'accord, c'est 1 sur 2 exposant 3. Ça fait 8. 1 sur 8. Alors à 28, c'est... je ne sais pas s'il y a des matheux ici, mais 1 sur 2 exposant 28, c'est quasiment impossible. Donc se pose la question de savoir, et nous sommes attachés au principe quand même de l'unanimité. Il ne s'agit pas d'abandonner trop de parcelles de souveraineté, surtout dans un cadre qui n'est pas véritablement démocratique. Mais la Parce question, que le cadre n'est pas démocratique. parce que le cadre n'est pas démocratique. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, au fond, ces projets-là, à partir du moment où on regarde que c'est pas un hasard, si le plan Juncker est ridicule, c'est pas un hasard. Oui, il y a, je dirais, un présupposé qui était celui de se dire, nous avons un effet de levier, ce que les financiers appellent les effets de levier, c'est-à-dire en gros, l'État, par l'endettement public, met 1 euro sur la table, et puis le privé va en mettre 4 ou 5, moyennant, je dirais, des prises de risque qui sont inférieures, etc. C'est la multiplication des petits pains. C'est la multiplication des petits pains, sauf que dans la Bible, elle a lieu, dans la Bible, je dis, mais en réalité, en Europe, elle n'a pas lieu. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce pourquoi le projet Juncker, les investissements, le plan d'investissement Juncker n'a pas eu d'effet escompté, c'est pas uniquement à cause de ce projet Juncker, c'est aussi pour des raisons institutionnelles. C'est-à-dire que là où je pense que, puisqu'on est en train de dessiner des perspectives peut-être plus concrètes, c'est de se dire il faut que, après tout, les grands projets européens ont eu lieu de façon peut-être bilatérale ou trilatérale, c'est-à-dire avec 3 pays, 4 pays qui se mettent ensemble sur des projets. Il ne s'agit pas de lui donner un caractère unanime, ultra-institutionnel, non, des projets, de faire des choses ensemble et de créer, et là pour le coup on en revient aux institutions, de créer une sorte de souplesse, d'élasticité dans les institutions qui permettent ces mesures-là. Alors oui, moi je ne suis pas spécialiste, contrairement à Marie-Françoise, et ce qu'on appelle des coopérations renforcées. Je ne suis pas spécialiste, mais je me dis qu'il y a eu, ça fait quand même 30 ans peut-être que le mécanisme existe, il n'y en a toujours pas eu de signé. Donc c'est qu'il doit y avoir quand même des problèmes. Il faut surtout les faire, pas dans le cadre prévu par les traités. Voilà. Parce que le traité a prévu de telles procédures pour arriver à des coopérations renforcées que c'est pratiquement, il y en a une ou deux, je crois, qui sont dessinées, pratiquement impossible à faire. Les vraies coopérations renforcées, c'est venir à la table de négociation pour dire voilà qui est d'accord avec moi pour faire un grand projet, comme on a fait Airbus, contre l'avis de la Commission européenne à l'époque. C'est nous qui l'avions dit les premiers, maintenant c'est repris, notamment par le Front National en boucle. Ils ont capté la bonne idée. Mais c'est vrai que l'Airbus, si on avait écouté la Commission, on ne l'aurait jamais fait. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se mettre qui veut, quels sont les grands États, plutôt par hypothèse, enfin pas toujours nécessairement, qui veulent se mettre ensemble sur un grand projet technologique. Et je n'ai pas répondu à la question d'un participant sur le canal Seine-Nord. Alors, le canal Seine-Nord, je suis un petit peu embarrassée, je vous le dis franchement, parce que quand je suis arrivée il y a 5 ans, j'ai trouvé que le canal Seine-Nord était un grand et bon projet et qu'il allait être très utile, notamment sur Chauny-Ternier. En y réfléchissant, je vois qu'il est quand même très contesté par beaucoup d'acteurs, y compris économiques ou politiques, que j'écoute. Il y a 2 versions du canal Seine-Nord. Il y a ceux qui disent c'est une possibilité, une opportunité, comme on dit maintenant, pour un certain nombre de territoires. Et il faut se dépêcher de le faire parce qu'il est très largement financé par les fonds européens. Si nous ne respectons pas un certain délai, nous avons des pays du nord de l'Europe qui salivent sur d'autres projets, donc nous sommes en plus tenus de le réaliser assez vite. Vous savez qu'on en a réduit le coût avec la mission Provros, puisqu'il avait été... on pouvait finalement le réaliser à un coût moins élevé, donc les fonds européens sont censés venir dans un certain délai. Ça, c'est la première version. Et l'autre version, j'entends de plus en plus de gens qui disent le canal Seine-Nord est plutôt une erreur et ça ne va pas servir à grand chose, c'est pas du tout ce qu'il fallait prévoir. Et ceci n'est pas sans lien d'ailleurs avec l'affaire de la route de la soie, parce que si vraiment les Chinois arrivent jusqu'à Dunkerque, jusqu'au Havre et jusqu'au Royaume-Uni, et c'est pas pour demain mais c'est pour après-demain, la desserte par le canal Seine-Nord, je ne sais pas si elle va en effet être l'équipement qu'il fallait réaliser. Et ceci conduit à une question qui m'obsède, que je vous avais posée, Franck, quand nous avions fait une réunion, quand vous étiez venu à Chauny, à Ternier justement, c'est celle de la prééminence des infrastructures dans le développement économique.
C'est-à-dire dans une zone comme la nôtre, qui a connu un vrai affaissement économique, est-ce que oui ou non, c'est par le développement des infrastructures qu'on va repartir? Comme j'ai plutôt tendance à le penser maintenant, après avoir entendu les Chinois, il est vrai. Est-ce que ce n'est pas les infrastructures qui sont maintenant l'élément clé d'une richesse reconstituée? Ces questions. Tout dépend des infrastructures. Hein. Le Japon a passé 20 ans à développer des infrastructures routières, des ponts, etc., pour ranimer leur économie. Résultat des courses, effectivement, la dette publique est montée à 200% du PIB, mais toujours pas de réanimation de la vie économique. Donc je pense qu'il y a infrastructure et infrastructure. Et c'est pour ça, alors il y a des régions, et je ne connais pas assez moi la région aussi, où le manque d'infrastructure et en particulier de connexion avec des grands centres peut-être urbains vers lesquels se destine peut-être une bonne partie de la population pour travailler tout simplement, peuvent effectivement aider à la fluidité. Donc au lieu d'avoir à déménager en Île-de-France, déjà si on a des infrastructures à la hauteur, on peut rentrer à 100 km ou à 100 voire 150 km le matin et le soir. Ça équilibre le marché du logement, ça répartit, ça préserve une vie locale qui est absolument nécessaire à l'équilibre de toutes les régions, etc. Donc oui, j'ai envie de dire oui et non. Tout dépend de l'état des lieux et de la nécessité, de la bonne cause de l'investissement. Après, pour les infrastructures, on parle souvent de transport. Vous pouvez avoir des infrastructures bien différenciées. Je pense notamment à la production d'énergie qui requiert aussi des infrastructures et du stockage et des connexions. Encore une fois, je pense qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'il faut faire des infrastructures pour faire des infrastructures. Il faut que ces infrastructures s'inscrivent dans un plan, une réflexion de développement structurel. Dans un pays où dans un territoire où la réindustrialisation ne va pas de soi. L'attrait, notamment des entrepreneurs et des investisseurs, peut-être la modification, la transition vers une industrie de caractère différent. Est-ce que un développement d'infrastructures est un facteur plutôt c'est indéniablement un facteur d'incitation qui ne suffit pas en lui-même, bien entendu. Qui ne suffit pas, mais qui facilite. La question que je me pose, moi, est-ce qu'il ne faut pas qu'on commence par là maintenant, ou qu'on recommence par là? J'aimerais bien avoir un élément de réponse. Vous savez, quand vous posez la question, une question très générale à l'économiste, qu'est-ce qui fait la richesse des nations? Eh bien, il vous répondra, avec un peu de recul, c'est la démographie et les gains de productivité. Et effectivement, là, dans le bouquin de Piketty, que pas forcément quelqu'un pour lesquels j'épouse toutes ces thèses, mais vous apercevez que finalement, les gains de productivité à long terme, c'est ce qui est absolument déterminant dans le bien-être d'une nation. Et ce que je crois, c'est que les leviers sur lesquels on peut jouer dans des pays riches, des pays matures, des pays vieillissants, des pays où les conditions sociales sont, comme les nôtres, heureusement assez bonnes, même s'il y a effectivement des progrès à faire et surtout des reculs à ne pas enclencher. Eh bien, vous apercevez que c'est la formation et les gains de productivité. Formation amenant des gains de productivité, mais là-dessus, et je crois que pour avoir un peu regardé tout ce qui se passe au niveau de la logistique, les infrastructures, c'est ce qui va permettre véritablement de faire des gains de productivité. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez des industries, je pense par exemple à des industries pharmaceutiques, où pour faire des gains de productivité, vous avez des investissements qui sont de plus en plus lourds. Pour développer un médicament, aujourd'hui, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Donc vous avez un problème sur des entreprises qui n'arrivent pas aujourd'hui, et c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet en particulier aux États-Unis, qui n'arrivent pas à faire des gains de productivité. Alors on peut vous parler de robotique, etc. Tout cela est vrai, mais moi j'ai regardé les chiffres, hein. Je parle sous ton contrôle. Vous n'avez pas véritablement des gains de productivité aussi forts que dans les années 90. On n'en a plus. On peut même dire qu'on n'en a plus. Et là où, effectivement, moi je souscris tout à fait à cette thèse de se dire que quand on est un pays qui est au cœur de l'Europe, qui a de la formation, qui a en plus des atouts sur le plan logistique et une région aussi, hein,
eh bien, il faut des infrastructures parce que c'est finalement le seul levier qui va vous permettre pour gagner en productivité. Et ne négligez pas ce terme barbare. Alors je ne vous donne pas aussi la formule, le numérateur et le dénominateur de ce que c'est que la productivité du capital, du travail, etc. Mais c'est assez simple en fait. Il s'agit en gros, grâce à des infrastructures routières, ferroviaires, numériques, de gagner en gain de productivité de façon colossale. Et c'est extrêmement important pour, je dirais, la compétitivité des territoires. Imaginez, on reprend, juste pour prolonger, je pense, je fais le trajet en train, j'ai comme l'impression quand même qu'on doit pouvoir réduire le trajet Soissons-Paris à 45 minutes. Elle a connu les joies du pavillon. Non, pour la première fois de c'est très agréable, j'étais avec Franck, mais j'ai noté quand même que j'avais le temps de voir les feuilles dans les arbres. Je me fais comprendre. Donc c'était quand même pas, voilà, la vitesse, sans parler d'un train à grande vitesse ou aux extrêmes. Voilà, oui, si demain Soissons peut dire, peut placarder et vanter les mérites d'une ville à 45 minutes de la gare du Nord, avec des infrastructures et quand même un environnement qui est plutôt sympathique. Voilà. Mais je vais vous décevoir, c'est strictement impossible, parce que la gare du Nord est sursaturée, c'est la plus grande gare d'Europe, elle a un cadencement qui m'a été confirmé par le secrétaire d'État, parce qu'on a voté une loi qui crée une liaison express Charles de Gaulle, qui vient par de la gare de l'Est à la gare du Nord jusqu'à Roissy, qui emprunte pour partie la même voie que notre malheureuse ligne Paris-60, pour partie, la partie dite K40, et on a juste pu me confirmer qu'en termes de cadencement, nous garderions nos 4 trains par heure possible, et 4 trains pour Charles de Gaulle Express. Au moins d'incidents, nous passerons derrière. Donc, des arrivées des grandes lignes aux portes des villes. Donc réduire cette ligne, aujourd'hui, c'est la plus grande gare d'Europe, en soi c'est impossible. Moi ce que je crois, c'est que nous pourrions quand même obtenir des compensations, nous pourrions peut-être avoir une petite virgule qui nous mènerait à Roissy, enfin ce sont des sujets plus techniques mais que nous agitons dans le territoire et qui à mes yeux serait une compensation au fait que notre ligne Paris-Nord va être quand même en partie concurrencée par le Charles de Gaulle Express, que je critique pas en lui-même quand même. Je ne le critique pas en lui-même parce qu'il y a l'attractivité de Paris aussi derrière. Mais on pourrait revenir aussi sur un autre point, mais je ne veux pas couper la parole à la salle qui a peut-être des questions à poser. Vous m'avez beaucoup intéressé quand vous avez parlé quand même des excès de l'Île-de-France comme poumon économique de la France. C'est la plus grande région, la plus riche région économique d'Europe, parce que je crois savoir. Tout à fait. Quand même, mais le problème, c'est qu'en France, nous n'avons que celle-là. Enfin, nous avons d'autres zones riches, mais notre richesse est beaucoup trop hypertrophiée dans cette région-là. Et quand je pense que nous sommes, on va dire, à 1 heure pour aller, puisque la RN2 sera finie maintenant dans 4 ans, que nous sommes à 1 heure de cette zone riche, avec un foncier attractif, enfin, avec des atouts à faire valoir. C'est intéressant, mais est-ce que, là aussi, c'est comme sur le projet européen, est-ce qu'il ne faudrait pas une grande réflexion nationale pour dire on va désengorger la région Île-de-France? Mais ça, il y a une époque dans ce pays où ça s'appelait la data. On avait une délégation à l'aménagement du territoire qui nous menait une politique extrêmement volontariste. Je me rappelle le préfet du port, pour ne pas le nommer, qui a été à la tête de la DATAR dans les grandes années 80. Il me disait, mais c'était le rêve. Une entreprise américaine disait, je vais venir m'installer, supposons à Toulouse. Désolé, Franck. Et on disait, non, pas du tout, vous irez à Metz. Et c'est comme ça et pas autrement. Et voilà. Et l'État répartissait ses billes dans le territoire. J'ajoute que c'est l'époque où l'État maintenait aussi ses grands fleurons industriels. Les Boulle, et Alstom, et qu'aujourd'hui, on a vendu, on a... Alors, on peut moins le faire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens d'orienter. Non, mais on n'est plus à une époque où la puissance publique est légitime, en principe, pour prendre de grandes décisions d'aménagement du territoire. Et ça c'est quand même un sujet. Et sur cette affaire du désengorgement de la région Île-de-France, quand on a créé par exemple tous les pôles autour de Paris, les nouveaux départements, c'était un ministre gaulliste qui avait lancé ça. Et c'était une politique extrêmement volontariste. On a dit on va faire des pôles autour de Paris. Et aujourd'hui, il faudrait faire des pôles bien au-delà de Paris, désengorger en effet cette région Île-de-France. Mais qui va décider de réveiller les Français? Ce sera peut-être les Allemands, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de centralisation comme en France, hein, il y a plusieurs pôles. Et par contre, là, Francfort commence à être engorgé, et notamment
avec l'arrivée de banques qui viendraient de Londres. Il y a d'abord la Deutsche Bank qui a étendu énormément ses locaux, et finalement Francfort et la ville de Francfort commence à voir comme une menace le fait que des banques londoniennes puissent venir encore s'agglutiner et faire de cette ville une ville aux dimensions qui ne sont pas plébiscitées par les Allemands, et qui redoutent notamment une flambée immobilière. Les Allemands sont extrêmement vigilants à ce niveau-là, beaucoup plus que nous ne le sommes. Ce qui n'empêche pas que dans des villes comme Munich, un universitaire me racontait récemment, il ne peut pas se loger. Oui, mais Munich, c'est quand même. Oui, mais il y a Francfort-Munich, ça fait déjà 2. Mais ça ne reste pas moins que le prix en moyenne du logement en Allemagne est moins attirant qu'en France. Hein. Donc là encore, avec un encadrement des loyers dont je me suis laissé dire qu'il était supérieur également. Soyez exactement. Et bien rigide, parce que les Allemands sont très très vigilants à ce niveau-là, y compris la classe actuelle. Donc il faut. Mais où va être la volonté politique de prendre ces grandes décisions, empêcher en effet la région d'Île-de-France d'étouffer et les régions à côté de s'appauvrir, ce qui est quand même une aberration. En tout cas, c'est bien un thème qui n'a pas été abordé pendant cette campagne, c'est celui-ci. Il n'a pas été abordé. Personne n'en a c'est vrai. parlé. Et même il a été aggravé par le fait qu'on a voté cette loi NOTRe avec cet esprit que les métropoles vont siphonner quand même les territoires autour d'elles. En réalité, c'est ça. Le Grand Lyon en est l'exemple. Hein. Là, on est dans les zones traditionnellement riches. C'était la route des Flandres. Là encore, la puissance étatique, à un moment, elle essaie de distribuer et de garantir l'égalité des territoires. Aujourd'hui, on en est à dire la ruralité, qu'est-ce que vous faites pour la ruralité? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites en creux par rapport aux décisions désastreuses que vous avez prises ailleurs? Qu'est-ce que vous faites en compensation? C'est comme ça qu'aujourd'hui le problème se pose, parce que nous avons abandonné l'idée d'un État arbitre qui est conforme à la tradition française. Mais pardon, peut-être que des questions voulaient émerger de la salle. On se donne encore un petit quart d'heure. Moi, je parle du désenclavement, c'est toujours vers Paris, mais pourquoi il n'y a pas un désenclavement transversal? Strasbourg-Le Havre, on est sur la route. Or, il n'y a plus rien, il n'y a plus de train, les routes qu'il y a, n'en parlons pas, il faut un temps infini, Soissons-Compiègne, c'est 1 heure de route. Il n'y a jamais rien eu pour que cette translation se fasse. Quand même, Le Havre, c'est quand même une ouverture vers l'extérieur. Strasbourg, Francfort, c'est pas loin, ça peut être aussi une attache avec l'Allemagne, ça aurait été une. Mais je te dirais on n'aurait pas passé toujours par Paris. Mais je te dirais que le nœud ferroviaire de Tergnier est très intéressé. Nous travaillons en ce moment avec le président de la communauté d'Agneaux, qui se trouve être mon suppléant. Nous travaillons avec lui sur cette liaison Le Havre-Tergnier. Et j'ai été auditionné par la mission sénatoriale, d'ailleurs, qui s'appelle AROPA, Le Havre, Rouen, Paris, Paris-Séjonvillers, sur la question. Et ils sont très intéressés par Tergnier comme porte ouverte. Alors ils pensaient même à Dijon. Ils ont posé la question de l'électrification de la ligne, qui n'est pas complète ou un enfant, mais ils se sont intéressés. Non, il y a des projets, il n'y a pas que les Chinois qui font des projets. Il y a déjà un projet qui est réalisé, c'est qu'il y a 2 grands bateaux porte-conteneurs qui partent du Havre. Il y en a un qui part du Havre qui monte à Gennevilliers, ils rechargent, ils se croisent sur la Seine, il y a 2 bateaux qui font la navette. Avec plus de 200 conteneurs. Alors, je ne vois pas trop maintenant où c'est qu'on va aller, parce que ces conteneurs-là sont déchargés au port de Gennevilliers, ils sont mis sur des camions, direction Soissons, direction Amiens, direction... Et pourquoi on ne l'a pas fait dans l'Aisne? Exactement, mais il faut voir que dans l'état de surcharge le port du Havre, il y a eu une émission sur une chaîne de télévision récemment, alors, vous qui me était parlez très intéressante. Du canal Nord. Moi, ça fait 60 ans que j'entends parler de ça. Ça ne se fera jamais. Parce que là, les Chinois, ils vont nous bouffer. Et puis, on ne s'en apercevra pas. Et vous êtes bien au courant ce qu'ils sont en train de faire là, en Grèce, les Chinois? Oui. Un port européen. Oui, très juste. Alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a le port pakistanais, effectivement, le relais, c'est le port en Grèce, ils pensent arroser avec ça toute l'Europe de l'Ouest, dont nous également, avec leurs marchandises, bien évidemment, transportées, et également, ils ont cet intérêt vers l'Afrique. Oui. Après, ils vont faire Marseille, Bilbao, Le Havre, Dunkerque, Anvers, Rotterdam. Absolument. Et voilà. Tout à fait. Et puis nous, les Français. Mais les Français, nous les Européens, nous pouvons avoir, non pas un contre-projet, nous pouvons coopérer pour partir à ces projets. Moi, je ne suis pas des gens qui disent la Chine, voilà l'ennemi du XXe siècle, je ne crois pas ça une seconde. Moi, je crois que tout ce qui rend le monde multipolaire est bon. Je crois que l'hypertrophie de la puissance américaine a quand même conduit à une situation dangereuse dans le monde que nous ne connaissions pas il y a 50 ans.
très dangereuse. Mais Donc, avec les Américains, moi, je on suis en pour pourrait l'émergence de différents pôles, mais dans ces pôles, à l'évidence, l'Europe pourrait être un pôle de paix, de prospérité, de dialogue entre les peuples, d'expression d'un modèle de paix, de civilisation, et d'un modèle social également. Et l'Europe peut servir aussi au dialogue entre les grands pays émergents et les États-Unis, et l'Afrique, qui est à ne pas oublier. Mais enfin, on sort peut-être un petit peu du... Mais les Américains, là, ils nous ont corrus, là, une bonne fois pour toutes. Ils ont racheté le plus grand transporteur européen, Norbert d'Entresang. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mettre tous les gens au chômage. Ils ont piqué les clients. Les camions, ils sont à vendre dans tous les sens. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Louis Betts? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Traylor, qui était le 3e fabricant de conteneurs européens? Les Américains, ils l'ont acheté, 6 ans après, ils l'ont coulé. Et tu remarqueras que les Américains sont bien chez se eux. plaignent terriblement, que le président Trump a fait sa campagne pour se plaindre terriblement de la concurrence atroce que subissaient les États-Unis, qui a été vécue comme tel un effet, notamment vis-à-vis... C'était moins, il m'a semblé à l'époque vis-à-vis de l'Europe, encore qu'il en ait beaucoup voulu à l'automobile allemande, que vis-à-vis de pays comme le Mexique. Mais c'est un autre sujet. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? On en prend une ou deux encore, et puis... Ouais, moi, je suis pas contre la voiture électrique. Mais pourquoi que ça freine? Ben, moi, je vais vous l'expliquer. C'est qu'on a des gens, quand même, qui sont des ingénieurs, en France, et qui disent, si on met la voiture électrique, combien de milliers de chômeurs on va avoir? Les mécaniciens dans les garages, il n'y en a plus besoin avec la voiture électrique. Hein, changer une batterie, tout le monde va savoir le faire. Changer un variateur, tout le monde va savoir le faire. La voiture, quand on aura fait 5 ans, on le met chez Gricourt, là-bas, la ferraille, on en rachète une autre. Tous les garagistes. Mais combien de milliers de... La voiture électrique, moi j'ai une autre objection, c'est que dans voiture électrique, il y a le mot électrique et que l'électricité, il faut bien la produire. Donc je crois que le sujet est plutôt adamant. Mais moi j'aurais voulu que Franck dise un mot du Made in France, qui est son sujet. Non, mais... Après, ces batteries ne sont pas faites en Et France. puis par rapport à la région, hein, n'est-ce pas? Alors finalement, moi, en nous écoutant, et même en écoutant vos questions, je me suis aperçu que finalement, et c'est peut-être le propre de l'époque que nous vivons, nous en avons plus ou moins conscience de façon, je dirais, confuse, mais toutes les questions qu'on se pose, nous avons tendance, et je crois à bon droit, et ça dit quelque chose, à prendre du recul et à se dire que cette question-là, elle est en fait un élément d'une question plus vaste. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que les questions arrivent, que les questions se posent, que les thèmes sont abordés, que finalement, eh bien, nous vivons une crise de système, une crise systémique, où tous les sujets ne peuvent pas être abordés à la loupe sans tenir compte de leur périphérie, de ce qui les environne. C'est pour ça que quand vous me parlez du Made in France, quand vous me parlez de projets ou des gains de productivité, non, mais des gains de productivité, et j'ai naturellement tendance à dire, à replacer, à prendre du recul et à replacer le sujet dans un ensemble plus vaste. On parlait du plan Juncker, finalement on s'aperçoit que tous les chemins de quelque part de notre impuissance mènent dans une certaine mesure au système économique ordolibéral européen. Tout. Oui, mais encouragez-nous, nous parlons un peu du Made in France. Oui, non. Mais sans que j'ose vous demander ce que ce territoire, d'ailleurs, pourrait éventuellement en tirer. Ce que je crois, c'est que l'avantage, en gros, le XXe siècle a été le siècle des marques. Ce qui est fort probable, c'est que je crois, pour des raisons d'ailleurs, à mon avis, qui sont liées à l'histoire et à une convergence d'intérêts, c'est que le XXIe siècle soit le siècle de l'origine. Et effectivement, les gens vont s'intéresser à savoir où c'est produit. Hein, que si des shampoings L'Oréal sont paris sur le package, eh bien effectivement il faut savoir où est-ce que c'est produit. Et les gens se posent de plus en plus la question. C'est-à-dire que si les marques reculent et que l'origine augmente, nous avons quelque part un coup à jouer. Et là où je rejoins l'exposé de Véronique, c'est que finalement, on sait que on a, je ne sais plus qui parlait, le monsieur qui est parti disait oh la gauche, on n'arrive pas à se tirailler, etc. Parce que finalement, nous avons à peu près tous les mêmes objectifs, mais nous ne les hiérarchisons pas de la même manière.
Or, ce que je crois, c'est que le Made in France met tout le monde d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a une dimension sociale. Il s'agit quand même, quelque part, de créer de l'emploi. Et de créer de l'emploi sur la base de notre modèle social. Il s'agit aussi, quelque part, de favoriser les circuits courts. Donc il y a une dimension, je dirais, sociale, il y a une dimension environnementale. Et puis aussi, il s'agit, et ça nous parle à nous, de la gauche républicaine, une dimension, je dirais, française, une dimension tricolore là-dessus. D'accord? Et finalement, si vous regardez plus en détail l'ensemble des sujets, vous apercevez que celui qui est capable de faire converger la dimension sociale, la dimension environnementale, la dimension, je dirais, patriotique, eh bien c'est le Made in France. Et les gens le sentent bien, je le vois. Ils le sentent, alors ils n'apposent pas des termes savants, mais ils le sentent bien. Et c'est ce pourquoi je crois que le sujet de l'origine est un sujet qui a de l'avenir. Dernier point, parce que je vous disais que finalement, j'aurais tendance à replacer les choses dans un ensemble beaucoup plus vaste. Effectivement, on peut avoir un Made in France parce qu'on aura un génie, un Zuckerberg, qui trouvera la bonne méthode pour, d'ailleurs pas forcément créer des emplois, mais pour créer des richesses. Bon, effectivement, les Grecs appelaient ça le kairos, hein, ce temps qui appartient à Dieu, et là-dessus, bon, ben, vous ne pouvez pas faire de la politique. Moment favorable. Le moment favorable par opposition au chronos, qui est un peu le temps des humains. Ce que je crois, c'est que il faut créer les conditions de la mise en place du Made in France. Et ça suppose un sorte de système dual, c'est-à-dire que nous avons une logique de protection à l'intérieur de la zone euro. Donc là, je crois qu'il faut pouvoir je dirais, affirmer que le libre-échange est destructeur pour les territoires et qu'on doit tout simplement, je dirais, imposer des droits de douane à des pays qui ne respectent pas des conditions sociales, des conditions environnementales et des conditions fiscales. Mais il y a 20 ans qu'on en parle. Oui, mais ce que on en parle depuis 20 ans. Effectivement. Alors on fait comment? Effectivement, mais là-dessus, je pense que, alors c'était... Bossuet disait qu'ils avaient peur du mot, mais ils en adoraient la chose. Donc, on a peur du protectionnisme, de ce mot protectionnisme, mais en fait, on veut quand même tous un petit peu quand même en bénéficier. Et je crois qu'il faut souvent, je pense que là, nous avons basculé, Marie-Françoise, je pense, en Europe, vers un besoin de protection qui se ressent partout. Et il y a 20 ans, ça ne se posait peut-être pas dans les mêmes termes. Donc, système dual, je disais, avec un système européen qui protège avec, je dirais, des normes et des barrières, des taxes, des droits de douane, disons le mot, qui soient sociales, environnementales et fiscales, donc qui soient, je dirais, assez positives, assez humaines. Et puis, deuxièmement, à l'intérieur du pays, et ça suppose aussi de contrarier le logiciel fondamental qu'est l'Europe, c'est-à-dire de non-intervention de l'État, de non-aide de l'État, c'est-à-dire de dire que l'État doit, je dirais, favoriser ces entreprises avec des aides, avec une vision de long terme, hein, se dire nous avons, avec des infrastructures, c'est-à-dire en gros, imaginer une sorte d'écosystème hein, au niveau national où les États, les entrepreneurs, les salariés, soit, je dirais, un peu comme le Made in France, à l'image de ce Made in France. C'est-à-dire convergent, comme le Made in France fait converger le social, l'environnemental et le politique, et bien là, c'est pareil. Mais pardon, Franck, je vous interromps, vous vous heurtez là au cœur du système européen, qui est la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire l'interdiction absolue, sauf zone de régulation particulière, ce ne sont que des zones, l'interdiction absolue, notamment pour l'État, de favoriser des industries plutôt que d'autres, et surtout de les favoriser par rapport aux pays voisins. Ce qui n'empêche pas les pays voisins d'ailleurs d'utiliser les travailleurs à bas coût. On a aussi quand même ce sujet interne à l'Europe, qui est d'ailleurs monté très fort dans la campagne électorale. Oui, mais il y a quand je disais que tous les chemins de notre impuissance mènent à Bruxelles, c'est ce que je vous dis. Je suis bien d'accord pour cela. Et je suis bien d'accord aussi pour dire que l'unanimité est quelque chose qui est très difficile à accepter, hein, puisque même à réaliser, c'est quasiment impossible. Mais il y a un moment donné, il faut se mettre à la table des négociations
Et vous avez Nous insisté sommes d'accord en là-dessus. disant la France, je suis désolé, la France c'est un pays fondateur, c'est pas rien, et nous c'est comme ça qu'on le voit, et je crois être en mesure de dire que nous tapons du poing sur la table et nous sommes aussi portés par d'autres pays. Finalement, juste pour terminer, c'est que moi, j'ai vu à chaque alternance se jouer le même cinéma du « vous allez voir la fracture sociale, on va changer de politique ». Bon, ce pourquoi ça s'est pas fait, c'est pas forcément parce que ce sont des incapables, des menteurs, etc. Non, c'est parce qu'à chaque fois se joue la même chose, c'est-à-dire que la première chose que fait le nouveau président, c'est qu'il va à Bruxelles. Il va à Bruxelles. Ou à Berlin, mais c'est un peu pareil. Oui, c'est un peu pareil. Oui. Chirac qui demande avec sa fracture sociale. Notre ami Lionel Jospin qui, si j'ose dire, qui va à renégocier le traité d'Amsterdam. Et puis ensuite Sarkozy qui va à Lisbonne aller chercher avec ses dents le supplément de croissance. Bref, à chaque fois que c'est le même cinéma. Pourquoi? Eh bien parce que, et puis je pense bien sûr à François Hollande qui, une fois élu, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ultimatum. Parce que lorsque vous êtes, en fait, moi ce que je retiens de cette campagne présidentielle, c'est l'idée du rapport de force. L'actuel, vous dites. Oui, c'est l'idée du rapport de force. C'est-à-dire que tout le monde, et y compris Macron, je crois, a accepté l'idée du rapport de force. Et Mélenchon aussi, en se disant, ben, vous allez voir, on va me retenir par la main pour dire finalement, on la veut bien, votre Europe, telle que vous la voulez. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est du bluff. Mais en tout cas, je trouve que les 5 ou 6 fois où nous avons été déçus par la renégociation à Bruxelles, c'est tout simplement parce que c'était des bonnes intentions. On disait, bah, nous on vient pour renégocier, on voudrait ça. Et puis si vous ne voulez pas, ben, tant pis, hein, bon, ben, comme l'Europe c'est une religion, eh bien on va pas modifier le dogme. On rentrera à Paris en disant, ben, on a demandé, mais ils n'ont pas voulu. Bon, eh bien ça, je crois que plus que Lehman Brothers, le monde de l'après Lehman Brothers, je pense que 10 ans après la crise financière, ce qui caractérise l'avancée politique et le fait que nous ayons pris conscience que nous Vraiment nécessaire de trouver dans les supermarchés 10 marques de t-shirts absolument semblables, 15 des rangées entières de rouleaux de papier cuisine qui se ressemblent à un point de gravure près. Est-ce que vraiment tout ça est nécessaire? Non, mais ce que je veux dire, ça dépendra du prix aussi, et notamment du prix de ces produits par rapport au Made in France. Mais ce que je crois, c'est que c'est aux politiques, c'est à la société politique de créer les conditions économiques, salariales, politiques, environnementales, réglementaires, pour favoriser le Made in France. Parce que finalement, le fait de dire c'est le citoyen, on indexe quelque part le Made in France à la citoyenneté du consommateur, ça a une certaine limite. Parce que ça aboutit en gros à donner une sorte de prime de citoyenneté à ceux qui ont les moyens. D'accord avec vous, c'est sur l'offre qu'il faut agir. Alors là, pour le coup, c'est sur l'offre. Tout à fait. C'est sur l'offre qu'il faut agir, et sur les rayons du supermarché, je suis bien d'accord. On va peut-être demander un mot de conclusion à Véronique, ce que lui a inspiré ce débat, s'il y a quelque chose qu'elle regrette de ne pas avoir dit, si elle veut nous laisser un viatique pour notre avenir. Non, je me dis qu'il y aurait beaucoup de sujets, mais peut-être dans le contexte actuel, on est à quelques jours après l'abandon des États-Unis, enfin en tout cas dans la voie de Donald Trump, du traité de Paris. J'ai l'impression que ça a créé une contre-réaction, notamment en Europe, mais pas seulement, sur laquelle on aurait envie de capitaliser, si je peux dire, et peut-être qu'un moyen d'avancer, s'il y en a un peu plus rapide que les autres, parce qu'on a bien compris que toutes les négociations sur chacun des sujets qu'on a évoqués est un doux rêve en réalité sur l'espoir d'aboutir. Peut-être que l'idée ce serait de transposer l'accord de Paris en accord européen, et que déjà ça permettrait de poser un certain nombre de jalons sur ce qu'on veut faire de notre Europe environnementale, où
climato-respectueuse, je ne sais pas comment on la qualifie. Peut-être que ça permettrait de parler du fait que l'Allemagne a rouvert des mines de charbon, que les nuages de pollution aux particules qui nous sont venus, en particulier dans le nord de la France jusqu'à Paris, étaient intra-européens, ceux-là en particulier des mines allemandes. Et peut-être que ça permettrait également, parce que quand on parle de protectionnisme à l'égard des produits étrangers, il y a également une réflexion, me semble-t-il, à mener. Il y a une concurrence assez farouche entre les différents pays européens, en particulier avec les Allemands. On se rappellera que les Allemands, on a toujours en tête qu'ils sont des gros producteurs de voitures de luxe et de matériel d'équipement sophistiqué pour les entreprises. Ce sont devenus, ces dernières années, les plus grands producteurs et exportateurs intra-européens de biens de consommation courante. Le sac à main, les chaussures, les Birkenstock. J'avais fait un petit papier à l'époque, y compris les exportateurs de produits laitiers. La France importe plus de 10% de son lait d'Allemagne. Et pourquoi Parce qu'essentiellement, l'Allemagne a su bénéficier et profiter d'une main-d'œuvre d'Europe de l'Est à bon prix. Donc voilà, je pense que et tous ces sujets, ces rancœurs, parce que je pense qu'on le vit plus comme des rancœurs qu'autre chose, sont assez difficiles à aborder frontalement, que ce soit avec les Allemands, avec les Polonais ou avec bien d'autres. Et finalement, c'est peut-être en avançant sur des sujets fédérateurs et en ayant cet opportunisme qui consisterait à essayer de surfer sur une vague qui semble peut-être être porteuse pendant un petit bout de temps, qu'on peut contourner et arriver peu à peu, ou espérer arriver peu à peu à quelque chose de plus il faudrait peut-être surtout arriver à une sanction des produits américains à raison précisément du non-respect de l'accord de Paris sur le climat. Les Américains Moi, je suis autant pour sanctionner l'Allemagne avec ces... Mais d'accord, mais les Américains ont une extraterritorialité du droit américain, vous le savez, qui s'applique d'une manière absolument scandaleuse aux entreprises, y compris françaises, avec des amendes colossales à la clé. Il y a maintenant des surveillants, vous le savez, bien sûr, dans les grandes banques, des surveillants américains qui viennent dire si vous concluez tel marché, vous serez sanctionné puisque ça se fait en dollars. C'est ce qui empêche nos entreprises aujourd'hui d'aller en Iran, alors que les Américains, eux, ils vont. Donc on nous inflige des sanctions, je ne vois pas pourquoi nous n'infligerons pas des sanctions aux entreprises américaines qui ne respecteraient pas l'accord de Paris lorsqu'il sera traduit suffisamment en fait dans un certain nombre de règles juridiques. C'est quelque chose qu'une Europe puissante pourrait parfaitement, moi je prolonge ce que vous dites, une Europe puissante pourrait parfaitement envisager. Et c'est une raison aussi pour souhaiter une Europe puissante, mais il faut qu'elle soit construite sur la base des nations qui la composent. Et non pas dans une sorte de grande dilution dans lesquelles on ne reconnaît plus rien et où le citoyen attaché à son territoire ne se reconnaît pas non plus lui-même. Bien, chers amis, je veux vous remercier beaucoup de votre présence assidue et attentive. Je crois que nos deux invités méritaient des applaudissements. Moi, je les ai trouvés extrêmement intéressants. J'espère que vous avez trouvé qu'ils apportaient quelque chose. Merci infiniment. Je m'invite à